Merci beaucoup de rester avec nous. Le grand format reçoit aujourd'hui Ibnou Taïmia Silla, c'est le président du parti Disso Met Sénégal. Avec lui, on va parler un peu de l'actualité du Sénégal, mais également de ses ambitions pour sa ville Koupentoum. Bonjour, Moussé Silla. Bonjour. Alors, l'actualité, donc, ces derniers temps, reste dominée par l'affaire Petrotim, le scandale qui vise Aliou Sall. Alors, quelle lecture vous en faites? Bon, vous savez, la lecture que je fais de cette affaire est une lecture très simple. Parce que pour moi, la BBC est un média quand même très respecté dans le monde et que je pense qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire une fois qu'il y a des zones d'ombre qui ne sont pas très claires, de mettre le doigt là-dessus. Bon, maintenant, je pense qu'il est aussi du devoir et du droit de M. Aliou Sall et du gouvernement aussi d'amener des éclaircissements face à ces zones d'ombre. Parce que dans un pays quand même, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une structure ou des organisations qui doivent être ici pour un peu assurer le contrôle. Bon, maintenant, moi, à mon niveau, je dis que c'est du ressort de la justice sénégalaise maintenant d'éclaircir la population et pour que nous sachions ce qui s'est vraiment passé. Moi, ce que je dis, c'est que si ces allégations s'avèrent réelles, et je pense que nous avons un problème. C'est parce qu'il faudra vraiment que la classe politique sénégalaise puisse maintenant s'asseoir et réfléchir vraiment sur la manière dont on va gérer ce pays-là. Oui, quand même, vous avez un avis sur la façon, quand même, de gérer nos ressources naturelles. Absolument. Je pense que ces ressources-là, je pense que Samba, il y a un problème qui se pose. C'est que au-delà même de l'affaire Petrotim, il faut maintenant s'asseoir et de repenser la manière dont ces ressources naturelles, non seulement le pétrole, mais le phosphate, le fer, l'or, ces ressources ont été gérées depuis notre indépendance. Je pense qu'il y a une certaine opacité qui a toujours prévalu et qu'il est temps maintenant que cette opacité maintenant cède à une transparence totale. Parce que vous savez, tout ce qu'un pays peut souhaiter, c'est d'avoir des ressources capables d'aider son développement et son émergence. Et maintenant, si nous, on a de ces ressources et que maintenant, nous ne pouvons pas vraiment profiter de ces ressources pour vraiment émerger le pays, donc nous avons un problème. Je pense qu'au-delà de l'affaire Petrotim, c'est toute la politique minière du Sénégal qui doit être revue maintenant afin que quand même toute cette opacité qui a prévalu depuis l'indépendance puisse disparaître. Alors, est-ce que l'occasion également peut être saisie avec l'appel du dialogue lancé par le chef de l'État pour quand même discuter tout ce qui tourne autour des questions du pays? Votre avis sur le dialogue national? Vous savez, le dialogue national, moi je pense que j'ai une conception complètement différente et je pense que j'ai un avis complètement différent. Parce que pour moi, le dialogue national, un pouvoir, un gouvernement, c'est pour gouverner et une opposition, c'est pour s'opposer. Maintenant, nous avons des échéances électorales régulières et que maintenant, tout le monde prépare son projet de société et que celui qui voit son projet de société adopté va gouverner pour les 5 années à venir. Et je pense que c'est le dialogue national. Si vraiment nous voulons avoir un consensus, je pense que les assises nationales étaient là et qu'on n'a jamais eu un consensus aussi large que les assises nationales. Mais maintenant, pour moi, ce dialogue national, je ne vois pas vraiment la nécessité de ce dialogue. Tu vois. Maintenant, le gouvernement, dans toute démocratie, le gouvernement dans des situations précises ou des événements qui sont là et peut consulter son opposition pour avoir l'avis de l'opposition ou la position de l'opposition sur certains événements. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que quand même, quand on gouverne aussi, on peut aussi recueillir l'avis de son opposition pour pouvoir mieux prendre des décisions qui vont dans l'intérêt du pays. Vous êtes le président du parti Disso. Quelle est la particularité de votre parti? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau dans le paysage politique sénégalais? Ce que nous proposons de nouveau, c'est que Disso, il faut d'abord voir la jeunesse de Disso. Ce Disso a pendant longtemps été un groupe de réflexion.
qui travaillent sur différents dossiers, l'économie, la santé, l'éducation, les ressources minières, l'environnement, le développement durable. Et ce sont des domaines où nous avons apporté notre expertise, nous avons écrit des mémorandums et nous avons vraiment donné nos idées là-dessus. Mais à un certain moment, nous avons réalisé que vraiment ça ne suffisait pas de faire des conférences, de faire des mémorandums et tout ça. Il fallait aussi descendre dans l'action, dans le terrain, sur le terrain politique, et puis défendre ces idées-là et montrer et demander aux populations vraiment de nous donner la chance de mettre en application ces idées. Et c'est comme ça que nous avons créé DISO. Et depuis lors, nous sommes en train, sur le terrain politique, et à suivre notre bonhomme de chemin. Donc, ce que notre DISO, la particularité du DISO, c'est que son offre politique est basée quand même sur des études quand même très, très, très concrètes, et que ce que nous voulons faire, c'est qu'une synergie entre la diaspora qui se trouve à l'extérieur, qui a des éléments d'appréciation, d'analyse et de ce qui est une expérience de ce qui se passe ailleurs, et le groupe qui est ici à Dakar, au Sénégal, qui est au courant de ce qui se passe sur le terrain, qui connaît bien ce qui est adéquat, quelle expertise est valable pour le Sénégal ou non. Justement, quelle est l'expertise qui prévaut actuellement pour le Sénégal? Non, parce que vous savez, au Sénégal, nous avons pas mal. Quand vous prenez dans n'importe quel secteur aujourd'hui de l'économie mondiale, quand vous regardez, vous allez trouver 2, 3, 4 et plusieurs cadres sénégalais qui sont en train de travailler dans ce secteur et qui sont des autorités dans ce secteur. Et je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'essayer de voir comment on peut récupérer cette expertise que nous avons et qui se trouve à l'extérieur afin de l'amener à contribuer à l'émergence du pays. Parce que quand vous regardez des pays comme la Chine, des pays comme la Corée du Sud, des pays comme l'Inde, ils se sont développés, ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est grâce à leur diaspora. Parce qu'ils ont... La diaspora, c'est vrai que c'est une fuite des cerveaux, mais quelque part, c'est un handicap, cette fuite de cerveau. Mais il faut savoir transformer la fuite, un handicap en avantage compétitif. C'est ce qu'il nous faut maintenant au niveau du Sénégal. C'est-à-dire que nous avons une fuite des cerveaux, nous avons des gars qui sont un peu partout, mais maintenant, il faut maintenant transformer cet handicap en avantage compétitif. C'est bon, c'est ce que Singapour, l'Inde, la Malaisie, la Chine, ils ont pu faire. Et maintenant, aujourd'hui, on a vu, par exemple, quand vous prenez l'exemple du numérique, des télécommunications, vous voyez qu'il y avait quelques années, la Chine était derrière. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a les firmes chinoises qui sont en train de tenir tête aux firmes occidentales. Quand vous prenez l'exemple de la 5G, aujourd'hui, on a vu qu'il y a le leadership qui se dispute maintenant, c'est entre les États-Unis et la Chine. Tout ce boucan que vous entendez, ce n'est qu'une guerre de leadership. Maintenant, la Chine n'aurait jamais pu avoir cette position, jamais pu être en mesure de concurrencer les États-Unis s'ils n'avaient pas récupéré quand même une partie de leur cadre qui se trouve dans les pays occidentaux afin qu'ils reviennent aider le pays à émerger. Et je pense que le Sénégal doit faire jurisprudence dans ça. C'est-à-dire essayer de récupérer tous nos cadres qui sont à l'extérieur, si pas tout le monde, mais au moins une partie, et afin de leur demander de contribuer à l'émergence de ce pays. Vous prônez le maillage de l'intelligentsia de la diaspora. Est-ce que cela veut dire que les Sénégalais de la diaspora ne sont pas jusqu'ici, en tout cas, bien impliqués dans le processus de développement du Sénégal? Non, je pense que absolument, les Sénégalais de la diaspora n'ont jamais vraiment eu la chance d'être sollicités comme il se doit. On n'a jamais eu la chance de pouvoir exercer leur expertise ou de créer un système de transfert de technologie ou d'expertise vers le Sénégal. Ça, c'est évident. Parce que quand vous regardez, par exemple, la diaspora en général, vous voyez que la diaspora en général fait un transfert de 1000 milliards de dollars, de CFA par année. Bon, c'est beaucoup d'argent. Mais ce que nous manquons, le manque à gagner est beaucoup plus grand que ça. Parce que les Sénégalais
les intellectuels sénégalais qui sont dehors dans les grandes firmes et tout ça, s'ils pouvaient mettre en place les structures de transfert d'expertise et de technologie, auraient pu faire un autre apport qui va doubler ou tripler ces 1000 milliards. Alors, vous êtes un parti politique. Quel a été votre apport dans les dernières élections passées? Vous savez, dans les dernières élections, nous avons fait un choix. Il y avait un candidat. Nous avons analysé le spectre. Nous avons regardé, nous avons analysé les programmes, nous avons regardé les perspectives, nous avons analysé la situation nationale et là où on voulait que le Sénégal soit. Et nous avons vu qu'il y avait un candidat et nous avons soutenu ce candidat. Mais c'était un soutien qui était juste pour ces élections présidentielle, parce que nous pensions que pour ces élections-là, que c'était le candidat qui, au moins, c'était pas que c'est le meilleur de tous les Sénégalais, mais au vu du pool qui était là, je pense que c'était le candidat qui pouvait beaucoup plus servir les intérêts stratégiques du Sénégal sur le court terme et le moyen terme. Côté offre, programme. Bon, côté offre, il y avait le côté offre, il y avait côté stabilité. Tu vois, parce que, vous savez, j'ai pratiqué le changement. Tu vois, je peux dire que j'ai fait beaucoup de pratiques de changement dans des compagnies, dans des sociétés. J'ai aidé beaucoup de structures à changer. Et pour moi, je connais un tout petit peu ce que ça veut dire le changement. Tu vois, j'ai une certaine expertise là-dedans. Donc, un changement, ça ne se décrète pas. C'est un changement, ça se gère. Et je voyais mal, jusqu'à date, je n'avais pas vu une offre politique qui prenait en compte tous les paramètres requis pour le changement. Ça se décrétait, les gens voulaient en changer, changeons le système, sans pourtant expliquer comment ce changement devait se faire. Parce que vous savez, vous voulez faire du changement, vous risquez, si vous ne vous y prenez pas, vous risquez de créer un chaos. Je vous donne l'exemple, par exemple, de deux exemples actuellement. Quand vous prenez le cas de la Chine et de la Russie, de l'Union soviétique, quand l'Union soviétique, ils ont voulu faire un changement, mais le changement n'a pas été vraiment pensé et n'a pas été vraiment planifié. Ils se sont retrouvés avec la dislocation de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, vous avez la Russie, bon, qui est le gros même de ce qui est resté, quoi. Bon, quand vous regardez par exemple la Chine, ils ont amorcé un changement, mais c'était un changement beaucoup plus pensé et beaucoup plus réfléchi. Et vous avez vu aujourd'hui qu'ils sont en mesure de maintenant, franchement, ils ont vraiment réussi dans ce changement. Donc ça veut dire qu'un changement ne se fait pas par coup de tête ou par émotion. Ça se fait par réflexion. Restons dans le changement. Macky Sall a été élu pour un second mandat de 5 ans. Alors, de l'opposition parlait d'une nouvelle gouvernance économique, d'une nouvelle gouvernance politique. Comment est-ce que vous voyez le Sénégal dans les 5 prochaines années? J'ose espérer que dans les 5 prochaines années, je pense qu'il y a des changements qui devront se faire en profondeur. Et je ne vous le cache pas, j'ai soutenu le candidat Macky Sall pour ces élections. Et je le fais avec l'idée et avec l'assurance que quand même des changements en profondeur puissent se faire. Et je vais vous dire, Samba, vous savez, les élections présidentielles passées, il y a quelque chose qui s'est passé au Sénégal que les gens doivent vraiment savoir. C'est qu'il y a une prise de conscience réelle qui s'est passée. Les populations ont vraiment exprimé leur besoin de changer, d'avoir un système qui est complètement différent de ce qui s'est passé. Donc, il nous faut une déconstruction du système actuel. Mais cette déconstruction, ceux qui appelaient à la déconstruction de ce système n'ont pas fourni vraiment des éléments, des paramètres de déconstruction qui pouvaient rassurer les gens. Bon, maintenant, ce que je veux dire, que quel que soit, le président Macky Sall a eu un deuxième mandat, mais il ne peut ignorer ce désir de changement, il ne peut ignorer ce désir de déconstruire le système. Changer le système, ça me fait penser un peu également au candidat de l'opposition, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui parlait souvent de changer le système, de même changer même notre monnaie. Alors, est-ce que Sonko quand même nous a
pas un tout petit peu titillé dans ces dernières élections, l'opposition et le pouvoir? Moi, vous savez, euh, je pense que Sonko a mis le doigt sur des points quand même qui étaient vraiment réels. Et je pense qu'on ne peut ignorer certains aspects du discours de Sonko. Et je ne le cache pas, je pense qu'il y a certains points où lui et moi, on se retrouve. Parce que nous sommes de la même génération. Et je pense c'est vraiment légitime des points qu'il a portés. Et peut-être que les stratégies diffèrent, mais l'objectif reste le même. C'est l'émergence du Sénégal. Et je pense qu'il y a ce désir maintenant d'être un peu indépendant de l'extérieur. Il y a ce désir de pouvoir quand même avoir notre propre monnaie, de pouvoir arriver à un stade où quand même nous sommes capables de gérer notre propre avenir comme nous le voulons par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que aujourd'hui, il y a un problème quand même. Nous ne sommes pas tout à fait indépendants. Nous en sommes conscients, tout le monde. Bon, maintenant, je pense que ce qui me diffère un peu de Sonko, c'est-à-dire que il y a le coefficient d'indépendance. Tu vois, le coefficient d'indépendance que M. Sonko est en train de promouvoir, est-ce que ce coefficient d'indépendance est possible? Est-ce qu'on peut le réaliser en un temps très court sans pour autant mettre en question la stabilité de ce pays? Parce que quand même, il faut tenir compte qu'il y a une situation qui est là depuis 1960 et que si nous voulons déconstruire ce système doit être, on peut le déconstruire, mais d'une manière graduelle et puis d'une manière très réfléchie. Tu vois? Mais est-ce qu'on doit déconstruire ce système? Oui, nous devons le déconstruire. Est-ce que ce système aujourd'hui répond aux aspirations d'émergence de notre pays? Non, absolument pas. Est-ce que nos populations seront beaucoup mieux servies dans un système où nous avons beaucoup plus le contrôle de notre monnaie? Oui, absolument, je suis d'accord. Mais quand même, je pense qu'il faut y avoir il faut des étapes quand même très intermédiaires et très réfléchies qui doivent quand même être les préalables. D'accord. Alors, on s'achemine vers les élections locales. Alors, quelle sera votre participation dans votre ville, Koupentoum? Est-ce que vous serez candidat? Absolument. Je suis candidat pour la mairie de Koupentoum. Comme vous le savez, en 2014, nous avons été candidats. Et par les trucs du système, les imperfections du système, nous nous sommes vus devancés par le maire sortant de 200 voix. Bon, et nous pensons qu'en 2014, quand nous avions présenté notre candidature, nous avions fait une offre politique à la ville de Koupentoum. Et c'était une offre politique qui était basée sur l'amélioration de la qualité de vie de nos populations dans cette zone-là. Et je pense qu'aujourd'hui, cette offre politique est plus que valable. Donc c'est cette même offre politique aujourd'hui que nous... C'est dommage. J'aurais vraiment souhaité qu'en 2019, qu'on puisse avoir l'offre politique soit beaucoup plus soit étoffée, que ça soit autre chose que l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Mais malheureusement, nous sommes tous au point mort depuis 2014. Rien n'a changé dans cette ville. Vous partez pour discuter avec les populations du Niani, de Koupentoum, ils vous diront que non, nous sommes tous au point mort. Donc je pense que l'offre que nous avions présentée en 2014, et l'offre est valable, et que jusqu'à aujourd'hui, nous allons présenter encore cette offre politique qui est améliorer la qualité de vie des populations de Koupentoum. Et que nous, Inch'Allah, nous pensons que cette fois-ci, ce sera la bonne. Parce qu'il faut dire qu'en 2014, Disso n'avait pas acquis l'expertise politique ou l'expérience politique aussi pour pouvoir gérer certaines situations, et qu'aujourd'hui nous avons acquis cette expérience politique et nous pensons que, Inch'Allah, c'est les élections prochaines de décembre. Je pense que Disso aura l'honneur quand même de diriger cette ville-là.
Quels seront les besoins urgents sur lesquels vous comptez s'appuyer pour mieux améliorer les conditions de vie des populations de Koupentoum? Y a-t-il des points stratégiques qui sont beaucoup plus importants que d'autres pour la vie à Koupentoum? Moi, je dirais, moi, maire. Où tout va mal. Voilà, moi, maire, la première des choses que je ferais pour la ville de Koupentoum, ce serait d'abord l'accès de l'eau. Parce que quand même, c'est un grand problème actuellement pour une ville quand même qui est en train de s'agrandir à vitesse vraiment vertigineuse. Je pense que l'accès de l'eau est très important. Et nous avons aussi l'accès à l'électricité. Parce que c'est une ville aujourd'hui qui est quand même, l'insécurité est quand même très patente là-bas. Parce que quand vous marchez à Koupentoum, nous n'avons pas d'électricité publique, nous n'avons pas d'éclairage public. Et cela fait que quand même, il y a les vols, l'insécurité quand même qui menace nos populations. Et je pense qu'il y a ça, il faut vraiment travailler sur ça. Et aussi, il faut voir aussi les soins de base, la santé. Parce que jusqu'à date, nous avons la case de santé de Koupentoum qui est là. Bon, c'est vrai qu'il y a de petites améliorations lorsque quand même l'opposition a pris la direction de la structure sanitaire. Et je pense qu'ils ont quand même amené, nous avons amené quand même des améliorations là-bas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce point. Donc, pour résumer, par exemple, les axes stratégiques de si on devait gérer la mairie de Koupentoum, c'est l'accès à l'eau, l'électricité et la santé. Bon, l'enseignement, l'éducation encore est là-bas, parce que quand même, nous avons quand même des écoles où les enfants sont encore dans des abris provisoires, et que tout ça, quand même, la municipalité doit pouvoir gérer ça afin que cette situation ne perdure pas. Et vous avez commencé à descendre sur le terrain pour tâter un peu le pouls de la population? Absolument, absolument. Je suis toujours en contact avec Koupentoum, parce que vous savez, Koupentoum, c'est ma vie. Tu vois, je ne peux pas rester très longtemps sans ne pas y aller. Mais rien que ce week-end, nous avons tenu à rappeler nos troupes, et puis nous avons tenu une assemblée générale à Koupentoum. Et puis nous avons quand même exprimé notre désir de gérer cette ville. Et que je pense que les militants sont gonflés à bloc. Et que maintenant, il y a un consensus quand même pour dire qu'aujourd'hui, il nous faut un changement dans cette ville. Tu vois, parce que le maire sortant, ça fait maintenant 4 mandats, il a eu 2 mandats de PCR et 2 mandats de maire, et que je ne pense pas que maintenant il puisse quand même nous offrir quelque chose qu'il n'a pas pu offrir pendant ces 4 mandats-là. Donc je pense que la population en est consciente. Et Inch'Allah, nous pensons que ça devrait bien se terminer au mois de décembre. Merci beaucoup, M. Silla. Merci beaucoup, Samba. Voilà, c'est fini donc pour le grand format qui recevait Ibnou Taïmia Silla. Il est le président du parti Disso Med Sénégal. Avec lui, on a évoqué un peu la situation nationale du pays, mais également ce qu'il compte faire pour sa ville, Koupentoum. Merci beaucoup d'avoir suivi. Le grand format vous revient très bientôt sur Dakaractu.